je ne suis pas Thierry Vandenabel, encore une fois, il ne peut pas être là aujourd'hui. On va brièvement, un petit rappel sur les principes de l'appareillage auditif, c'est très rapide, on gagnera du temps sur cette présentation, et sur le remboursement. Voilà à quoi ressemble une oreille à l'extérieur. Il y a l'oreille externe et l'oreille moyenne qui captent et concentrent, et l'oreille interne qui numérise. Voilà, le micro, c'est ici, par contre, ici, c'est capte et concentre. Il y a plein de causes de surdité, et là, il y a surtout une liste de surdité de transmission, c'est-à-dire tout ce qui concerne la captation et l'amplification des sons, et non pas la codification en impulsion électrique. Alors, quelles règles de prescription? Les nouveautés, c'est que le diagnostic de surdité doit être fait par un ORL. Par contre, pour les patients de plus de 6 ans, donc depuis l'an dernier, un médecin généraliste qui a reçu une formation en otologie peut prescrire un appareillage en primo-prescription et en renouvellement. Alors, en pratique, peu de médecins généralistes sont formés, en tout cas pour l'instant, et peu prescrivent chez l'enfant, mais c'est possible chez l'adulte, par exemple. Pour les patients de moins de 6 ans, par contre, donc les enfants, les petits-enfants, c'est forcément un ORL, et en général un ORL formé en audiophonologie pédiatrique spécifiquement, qui peut prescrire un appareillage, même qui doit prescrire un appareillage. Donc il y a l'ordonnance spécifique, le protocole de la prise en charge en LD qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Cette prescription, donc, elle est évidemment obligatoire avant l'utilisation d'un appareillage. Elle est renouvelée tous les 4 ans. Les complémentaires santé y participent. Il y a 2, éventuellement extensibles à 4 ans de garantie par le fabricant. Je rappelle qu'il y a toujours forcément, et c'est obligatoire, une période d'essai de l'appareillage, avant de le payer, bien sûr, jusqu'à 1 mois. Et il y a plein d'assurances possibles. Quelle prise en charge? Bien d'abord l'assurance maladie, bien sûr, la MDPH, éventuellement les employeurs, et les différentes mutuelles. Alors, comment est-ce qu'on appareille? Et là, on va juste faire un rapide survol des différents types d'appareillages qui sont disponibles. On va mettre de côté l'implant cochléaire, qui ne concerne que les surdités de perception sévères à profonde, puisque c'est un petit peu hors sujet aujourd'hui, et notamment hors périmètre de la filière tête-cou. Alors, VA ou CO, c'est voie aérienne ou conduction osseuse. On a 2 manières d'appareiller, c'est à travers, en gros, les voies naturelles, par le conduit, ou directement en vibration osseuse. Qu'est-ce que c'est? C'est que le petit organe, donc la cochlée, qui numérise les sons, est situé dans une coque osseuse, et si on fait directement vibrer l'os du crâne, on peut directement stimuler cet organe, sans passer par toute la chaîne de l'oreille, du conduit, du tympan, des osselets, etc. Si on a tous l'occasion d'aller à un concert, par exemple, ou tout simplement lorsqu'un véhicule lourd passe, les vibrations, on les perçoit non seulement à travers les membres, parce qu'elles veulent, mais on peut les entendre à travers la vibration du corps entier et du crâne. Donc, en fonction du type de la configuration de la malformation, qu'elle soit des osselets ou externes, et de l'âge du patient, il y a différents types d'appareillages. Donc, les appareillages classiques, c'est l'auditif en contour d'oreille, donc juste derrière l'oreille avec un amplificateur. Ici, donc, le contour d'oreille peut être un petit peu déporté. Et par contre, ce qui ne se fait jamais chez l'enfant pour des questions de taille, de réglage de puissance, c'est l'intra-auriculaire. Ça, c'est uniquement pour l'adulte. Il y a 2 classes d'appareils, donc classe 1, classe 2, c'est surtout une affaire de gamme de produits, mais qui au final en fait se valent à peu près. Et depuis donc le 1er janvier 2021, l'offre 100% santé fait que les enfants sont pris en charge totalement, sont pris en charge intégralement depuis l'an dernier, tous les types d'aides auditives. Alors 12 canaux de réglage, 30 jours minimum d'essai, je l'ai évoqué tout à l'heure, le fait qu'il y a forcément une période d'essai de l'appareillage avant de régler quoi que ce soit, avec 4 ans de garantie. Et globalement, pour les appareils de classe 2, le remboursement est le même, avec éventuellement, il peut rester un petit reste à charge si on choisit un appareil de meilleure qualité, plus performant. La différence n'est pas fondamentale. Alors peut-être qu'il y aura des remarques dans le public. S'il y a des remarques ou des questions, je ne manquerai pas de les adresser à M. Vandenabel, encore une fois, qui ne peut pas être là aujourd'hui. 1400 € par oreille de remboursement, avec un tout petit peu plus pour les appareils de classe 2 et avec un reste à charge qui peut être un petit peu différent. Au final, quoi qu'il en soit, c'est la diapo suivante, la prise en charge reste à peu près la même, et avec 1400 € par oreille, on couvre une grande gamme d'appareils auditifs qui permettent d'appareiller la très grande majorité des surdité de l'enfant, que ce soit l'appareillage externe uniquement ou de l'appareillage implanté ou semi-implanté, comme je vais y revenir juste après. Donc cette prise en charge, elle a lieu jusqu'à 20 ans, jusqu'au 20e anniversaire. Donc ça a été une extension aussi. Alors, quelle solution d'appareillage très, très rapidement?
Donc on a parlé de ce qui est contour d'oreille pour l'appareillage classique, et il y a les appareillages donc vibrants également. Donc les systèmes collants, avec un petit adhésif, uniquement chez les plus grands, c'est pas très facile chez les plus petits. En CO, donc en conduction osseuse, l'appareil est vibrant et va capter le son, le transmettre en vibration et le transmettre directement à la cochlée à travers l'os. Donc voilà, chez un patient ici qui a une aplasie majeure d'oreille. Des prothèses à ancrage osseux, il y a 2 fabricants principaux. Le principe, c'est de mettre une vis dans l'os, donc ça c'est une intervention chirurgicale, et sur laquelle, une fois la cicatrisation achevée, on va clipper un petit dispositif qui est vibrant, et ce dispositif va capter les sons, les transformer en vibrations, qui seront par l'intermédiaire de cette vis, ici transmise, voilà, de cette vis transmise donc à travers l'os cortical temporal, puis le rocher directement à la cochlée. Avantage, inconvénient, c'est performant. Inconvénient, ça veut dire une petite vis, effectivement, vissée dans l'os, ce qui peut gêner, voire contre-indiquer certains sports, par exemple, et puis y avoir des complications de cicatrisation. Mais c'est quelque chose auquel on a régulièrement recours. Les indications, très rapidement, sont les surdité de transmission, ou éventuellement mixtes, c'est-à-dire qu'elles associent une surdité de perception, la cochlée et la transmission, et éventuellement aussi la cophose unilatérale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une oreille est complètement une surdité complète, on peut mettre un capteur de l'autre côté pour tenter de restaurer en fait une stéréo. S'il y a une captation de son d'un côté, eh bien la transmission osseuse se fait très rapidement à travers l'os de l'autre côté, et donc la seule oreille fonctionnelle qui va rester va recevoir en même temps les 2 signaux. C'est moins performant que 2 oreilles, mais ça permet de restaurer un semblant de binauralité. Le son dans l'os se diffuse très très vite, c'est comme dans la piscine, vous êtes sous l'eau, les sons sont perçus beaucoup plus vite parce que l'eau est un milieu plus dense, et bien le son dans l'os va beaucoup plus vite que dans l'air aussi, donc la transmission se fait très rapidement. Donc voilà, il y a 2 fabricants, BAA Ponto, Cochlear et Oticon, et il y a aussi d'autres systèmes donc à peau intacte par voie transcutanée. Ça, ce sont des systèmes sur bandeau, c'est ce qu'on utilise chez les petits en général, donc là c'est juste un bandeau bien serré avec le système vibrant qui est collé à l'os. C'est comme ça qu'on a pareil très tôt, dès les premières semaines ou les premiers mois de vie, les enfants qui ont par exemple des aplasies majeures bilatérales, quand il n'y a pas de conduit. La même chose un peu plus tard sur l'équivalent de lunettes, en fait, le Sound Arc. Des implants transcutanés, donc avec une partie implantée, et la vibration est transmise par aimantation, donc on s'assure qu'il n'y a pas de souffrance de la peau entre les deux. Mais ici, une petite partie implantée, et à l'extérieur, tenant par aimantation, le capteur qui va transmettre la vibration. Voilà, avec la petite partie implantée ici, avec juste quelque chose qui est dans l'os, qui est dans l'os cortical, je vais y revenir, non voilà, voilà, qui est dans l'os cortical ici, qu'une vibration qui est transmise ici, donc ça c'est le bone bridge, et la dernière possibilité c'est le sound bridge, où là, quand on a des osselets qui sont peu malformatifs et sur lesquels on peut intervenir chirurgicalement, on met un petit processeur implanté chirurgicalement et une petite massette, ici un tout petit implant vibrant qui peut être clippé quelque part sur les osselets pour aller vraiment stimuler au plus près en fait la cochlée. En fonction du type de malformation, on peut le mettre sur l'enclume, sur l'étrier, sur les petits osselets à l'intérieur ici, voire éventuellement directement au contact de l'oreille interne pour obtenir le meilleur résultat prothétique possible. Donc la nouveauté ces dernières années, c'est que ces implants sont maintenant pris en charge, alors que ce n'était pas le cas. Le remboursement était parfois compliqué par des demandes spécifiques, des budgets, du mécénat. Donc maintenant, c'est plus le cas. Et ça permet de prendre en charge quand même la quasi-totalité des surdités de transmission ou mixtes des enfants qui relèvent des pathologies, donc prises en charge, alors par Malo, mais pas seulement, aussi par les réseaux de la filière. Et tous les centres sont maintenant habilités tout à fait à suivre, et on travaille pour ça aussi en grande relation avec les audioprothésistes qui aident à régler les appareils, à les adapter. Ce sont des prises en charge qui sont extrêmement longues, mais encore une fois, l'allègement financier pour les patients il est vraiment fondamental.